Bonsoir à tous, donc merci d'être venus. Je vais essayer de rendre un petit peu attractif quelque chose qui est un petit peu plus conceptuel que les conférences habituelles. Donc j'espère que je ne vais pas vous dégoûter de la taxonomie, mais peut-être vous montrer que c'est intéressant. Et donc j'ai choisi un titre qui vous évoque bien sûr un dicton populaire. Tout le monde a entendu sa grand-mère ou ses parents dire qu'il faut toujours appeler un chat, dans l'idée de dire qu'il faut toujours appeler les choses telles qu'elles sont. Ne pas aller par quatre chemins, évidemment, c'est d'autant plus vrai quand on est en sciences, en biologie, on doit appeler les choses de manière précise. Donc j'ai évidemment donné un sens plutôt biologique à cet adage populaire. Donc l'idée, c'est donc comment on va nommer les êtres vivants qui nous entourent, pourquoi on va les nommer, comment on va les nommer. La raison, elle est assez simple, par ce petit BD que vous connaissez de Peyo. Quand on lit cette BD, parfois on a un peu de mal à comprendre les bulles parce qu'on ne sait pas trop quel mot est utilisé. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil, si on n'utilise pas le bon terme, on ne se comprend pas toujours. Et c'est d'autant plus vrai, là encore, en sciences et en biologie, puisque nous devons être précis sur les termes qu'on emploie. Alors, je suis désolée. Ah, ça, c'est pas moi, par contre. Donc, si mon ordinateur vous met des messages intempestifs, je m'en excuse par avance. Pour ceux qui sont anglophiles et anglophones, il y a une petite vidéo que vous allez voir sur Internet qui est proposée par une université américaine qui essaye de promouvoir la science de la classification des espèces, donc la taxonomie à ses étudiants. Donc c'est assez rigolo à regarder. C'est qu'est-ce qui se passerait dans notre vie de tous les jours si tout ce qui nous entoure s'appelait Bob. Donc toutes les rues s'appellent Bob, tous les gens s'appellent Bob, tous les organismes s'appellent Bob. Donc un peu comme les Schtroumpfs, évidemment. Où irait-on si on n'avait pas un terme pour chaque chose? Alors, justement, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on a comme nom à notre disposition pour nommer les organismes? On utilise des noms qu'on appelle les noms communs ou noms vernaculaires. Ces noms communs ou noms vernaculaires posent un problème. Déjà, vous savez qu'on est tous amenés souvent à voyager. Nous, en tant que scientifiques, on est amenés à avoir des échanges réguliers avec des collègues du monde entier. Donc le premier problème des noms communs ou vernaculaires, c'est qu'ils dépendent de la langue locale. Donc il y a évidemment un problème de compréhension quand on utilise ces termes. Si je me focalise sur le français, alors j'ai pris l'exemple des mouches, que vous connaissez bien. J'ai essayé d'illustrer par quelques photos des mouches que vous connaissez, vous avez tous certainement rencontré parce que ce sont des espèces très courantes. Parfois on fait des petites nuances, moucheron quand c'est petit, moustique quand ça pique, mais on va rarement au-delà de beaucoup plus de précision. Et donc mis à part que vous voyez qu'il y a quand même des formes très différentes au sein des insectes qui ont deux ailes, les diptères, en fait ça cache, ce terme générique cache une diversité dont vous n'avez pas idée. Pour les diptères, donc dont font partie les mouches, les insectes à deux ailes, il y a 134 000 espèces décrites dans le monde. Vous voyez que sous le terme mouche, en fait, se cachent énormément de choses. Alors parfois, on fait des petits efforts quand même au quotidien, on va préciser un petit peu les choses. Alors j'ai pris quelques exemples qui vont vous parler. Il y a quelques années, on nous a dit « Oh là là, attention, chikungunya, nouveau moustique arrivé sur le territoire, moustique tigre ». Alors souvent, on est tout fiers de reconnaître notre moustique tigre, qu'on reconnaît bien parce qu'il a les pattes avec des petits points blancs, ce qui se retrouve dans son nom latin, albopictus, qui veut dire qu'il y a des petits points blancs. Donc souvent on est fier, on se dit « Ah, c'est un moustique tigre ». Mais en fait, par contre, tous les autres moustiques, donc il y a à peu près 65 espèces différentes sur le territoire, ça restera des moustiques. On ne va pas aller appeler votre Culex pipiens ou votre autre Aedes aegypti. Vous n'allez pas lui donner un nom particulier, donc les autres resteront dans l'anonymat du moustique. Le mois de décembre arrive, on va faire un petit effort aussi, on va regarder les étiquettes de nos sapins
Et on va se dire, moi, je n'ai pas envie au mois de janvier de ramasser des tonnes d'aiguilles. Je vais plutôt acheter un Norman qu'un épicéa. Effectivement, on a fait un petit effort taxonomique, c'est bien 2 espèces différentes. Mais bon, on appelle tout ça sapin de Noël en général, et on va juste s'inquiéter des désagréments pour le mois de janvier qui feront suite aux fêtes. Toujours dans l'idée de nos fêtes du mois de décembre qui arrivent, on va avoir envie de cuisiner pour faire plaisir à tout le monde. Et du coup, on va se dire, tiens, j'ai envie de préparer une petite recette avec des Saint-Jacques. Très bien, je compare chez un vendeur de congelés dont j'ai masqué le nom, mais vous l'avez reconnu, peut-être. Je compare le prix au kilo de mes 2 paquets de Saint-Jacques. Il y a une grosse différence quand même. Alors je vois, et c'est peut-être le but de la manœuvre, je vois avec corail et sans corail. Bah, ça doit être ça la différence de prix. Ben non, en fait, vous penserez à moi quand vous les regarderez les étiquettes la prochaine fois. En fait, ce n'est pas du tout les mêmes espèces. Dans le premier cas, mon paquet à 38 € le kilo, c'est du Chlamys ou du Zygoclamys, c'est ce qu'on appelait avant que l'Union européenne autorise le nom de Saint-Jacques, c'est des pétoncles. Et la vraie Saint-Jacques, c'est le genre pectène ou argopectène et toutes les dérivées de pectène. Donc sous la différence de prix, ce n'est pas juste le corail ou non corail, c'est juste qu'on a une vraie Saint-Jacques et pas une vraie Saint-Jacques. Donc vous pourrez faire un petit effort taxonomique maintenant que je vous ai dit ça. Ça vous évitera de payer au prix fort des choses qui ne sont pas des Saint-Jacques. Là où on se rend bien compte de notre vraie limite en capacité de discriminer des espèces et de les nommer correctement, c'est si on va chercher des champignons, et là on se dit, pas sûr de bien reconnaître la bonne espèce, je ne vais pas risquer. Là je vous ai mis le cas des amanites, l'amanite des Césars ou orange, évidemment c'est quelque chose qui est apprécié. Par contre, si vous vous trompez avec l'amanite phalloïde, vous risquez d'avoir de sérieux soucis, puisque la deuxième est très toxique. Donc en général, là on se dit, j'ai quand même de grosses lacunes dans ma capacité à identifier les espèces, et on ne va pas se risquer plus loin, mais ça nous met bien en évidence devant nos lacunes. Donc on a encore des efforts à faire sur, souvent, dans la vie courante, notre capacité à reconnaître les espèces. Donc mon premier message, vous l'avez compris, c'est donc que les noms qu'on utilise au quotidien, donc les noms vernaculaires, sont pas du tout représentatifs de la diversité des organismes vivants qui nous entourent. Évidemment, en science, on ne peut pas se contenter de ça. Donc, je vais y revenir dans un instant. Évidemment, un biologiste va nommer de manière beaucoup plus précise les espèces qui nous entourent. Je ne vais pas du tout aborder la notion d'espèce, c'est une notion très compliquée en fait, qui mériterait une conférence en elle-même, donc je ne peux pas traiter ça ce soir, mais peut-être ça donnera des idées pour une prochaine conférence. Donc je ne vais pas du tout définir ce que c'est qu'une espèce, je vais juste parler de comment on peut nommer les espèces. Pour travailler sur les espèces efficacement, on va aussi avoir besoin de les ranger, de les classer. Alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour classer ? On peut se dire, tiens, je vais faire comme pour mes papiers à la maison, je vais les classer par ordre alphabétique. Vu les exemples que je vous ai mis en photo, vous avez compris qu'évidemment, ça risquerait de m'amener à regrouper des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc j'ai pris volontairement des photos qui, je pense, vous évoquent quand même quelque chose. Donc là, j'ai mélangé des animaux et des plantes. Donc, a priori, ça n'a pas grand sens de procéder de la sorte. C'est très esthétique, je pourrais aussi me dire, tiens, c'est joli par couleur. Mais là aussi, vous voyez que par couleur, je mélange des plantes, des algues, des animaux. J'ai même mis des bactéries. Donc, peut-être pas très efficace comme manière de classer. Je pourrais aussi choisir de classer en fonction de l'utilité pour l'homme. Alors ça, c'est issu de vieux ouvrages chinois. Je crois que ça date du Moyen-Âge. Où vous voyez que la classification, elle est essentiellement basée autour de choses pratiques, en fait. Moi, j'aime bien les animaux qu'on peut seulement dessiner avec un pinceau très fin. Donc, voilà, ça devait être de petits animaux.
On devait certainement se méfier des chiens perdus et des animaux enragés. Et puis, quant aux animaux qui appartiennent à l'empereur, on devait éviter certainement de s'en approcher de peur d'avoir des soucis. Donc, on voit qu'il y a quand même une utilité derrière. Alors, on pourrait presque faire le lien avec les services écosystémiques qu'on définit maintenant, mais là aussi, ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, et je n'en parlerai pas, mais je tends la perche à d'autres collègues. Donc, du coup, vous voyez bien que par ces quelques exemples, il est utile de classer pour s'y retrouver, comme dans la vie de tous les jours. Comme dans notre vie de tous les jours, il faut classer de manière logique, donc il va falloir établir des règles. La difficulté essentielle, c'est qu'il faut trouver des règles que tout le monde peut accepter, donc qui semblent logiques à tout le monde, y compris votre collègue australien, américain, africain. Donc il faut que le concept soit, et la logique, paraissent évidentes à tout le monde. Il faut, si possible, limiter la subjectivité, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Et idéalement, il va falloir que ces règles soient suffisamment fiables pour que la classification puisse perdurer dans le temps. Et enfin, la cerise sur le gâteau, il faudrait que ça soit applicable à tous les organismes et ça complique encore plus les choses. Donc ça, dans l'idéal, il faudrait tendre vers ça. Ce n'est pas toujours possible. Alors, nommer et classer les organismes, donc, je pense que je vous ai dit déjà, c'est quelque chose que nous, on fait tous les jours en tant que biologistes. C'est en fait quelque chose que les hommes font depuis longtemps, puisque ça a démarré dès l'Antiquité. Alors, le premier à qui on attribue des essais de classification, c'est Aristote, qui est donc considéré comme le père de la classification. On lui doit énormément de travaux naturalistes. Donc, il a beaucoup décrit le vivant. Et il a fait des tentatives de classification des animaux. Et au moins une partie de ces propositions ont été conservées jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc, finalement, ça a eu une certaine durabilité. Peut-être la limite qu'il y avait à l'époque, mis à part que le seul outil disponible pour les observations, c'était l'œil, c'est que la façon d'envisager les organismes qui nous entourent n'était pas tout à fait propice à une classification. Je m'explique, en fait, pour eux, il y avait une continuité entre un monde minéral et un monde spirituel, avec sur cette ligne les végétaux et les animaux, donc les termes équivalents. Donc, où on distingue, les animaux, c'est ce qui bouge, hein, ça veut dire animé, animaux, et les végétaux, ce qui ne bouge pas, ce qui végète, si je puis dire. Et évidemment, l'homme faisait une sorte de continuité entre l'animal et le spirituel. Et je vous ai mis l'exemple du corail qui, avec son squelette calcaire, faisait le chaînon manquant entre le minéral et le végétal, parce que les petits polypes, évidemment, ça ressemble à des fleurs. L'hydre d'eau douce, qui est ici, alors ça vous le connaissez peut-être moins, c'est un animal du même groupe que le corail, ou que les méduses. Ça vit en eau douce et c'est vert, donc ça bouge mais c'est vert, donc du coup c'était vu comme une sorte de chaînon manquant ou de transition entre l'animal et le végétal. Donc cette vision continue fait que vous avez du mal à mettre des barrières. Et le principe de la classification, c'est de mettre des barrières entre les organismes pour pouvoir les classer dans quelque chose de bien délimité. Donc là, du coup, ça empêche cette notion de délimitation, ce qui ne devait pas faciliter le travail. Alors je vais faire un grand bond historique, parce je pourrais peut-être tenir 2 heures, mais je pense qu'on a tous peut-être faim. Donc je vais faire un grand bond historique. Je vais juste vous dire qu'entre Aristote et le XVIIIe siècle, il y a tout un tas de classifications qui se sont succédées, tout un tas d'essais de classification qui ont été plus ou moins adoptés, qui ont plus ou moins duré. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je vais simplement indiquer un fait marquant dans
dans la description de la biodiversité, ça a été l'invention des microscopes. Donc c'est quand même relativement vieux, hein. Les premiers microscopes, on les attribue à Janssen au XVIe siècle. Et ils ont été petit à petit améliorés jusqu'au XVIIe. Et du coup, évidemment, ça a permis d'accéder à une nouvelle connaissance, puisque on s'est rendu compte que les plantes et les animaux étaient constitués de sous-unités, qui ont été appelées beaucoup plus tard des cellules. Donc en tout cas, on a vu qu'il y avait différentes choses associées pour former un ensemble macroscopique. Et puis on attribue à Van Leeuwenhoek la description des premières descriptions d'organismes unicellulaires. Alors dire si c'était des bactéries ou des cellules à noyau comme celles qui nous composent, ce n'est pas suffisamment précis dans les écrits de cette période-là pour vraiment délimiter. Donc du coup, ces nouvelles descriptions de tout petits organismes microscopiques, en fait, ça a compliqué encore plus les classifications. On devait les mettre dans les animaux parce que ça bougeait. Il y en avait quand même qui étaient verts. Est-ce qu'on devait les mettre dans le végétal? Ça a du coup encore plus compliqué cette classification qui était à l'époque extrêmement fluctuante et pas du tout claire. Il a fallu donc attendre Linné au XVIIIe siècle, qui a proposé donc des règles de classification, donc des règles taxonomiques qui ont perduré beaucoup plus longtemps. Le principe de cette classification, c'est qu'il faut mettre ensemble des organismes qui partagent un ensemble de caractéristiques communes. Ça vous semble a priori logique, je pense. Donc, ils mettaient dans des boîtes, qu'on appelle des rangs ou des catégories, les organismes. Donc, il y avait à l'époque 7 boîtes, 7 rangs, le règne, le phylum, la classe, l'ordre, la famille et le genre et l'espèce. L'ensemble des organismes qu'on met dans chacune de ces boîtes, ça s'appelle un taxon. Je vais réutiliser ce terme tout à l'heure. Donc les animaux, c'est un taxon, c'est un ensemble d'organismes qu'on peut classer dans une boîte de rang règne. Et l'autre chose importante de ce qu'a proposé Linné, c'est qu'il a donné une règle très stricte pour nommer les espèces avec 2 noms latins. Le premier nom, donc j'ai repris mon exemple de la mouche domestique. Son nom qu'on appelle le nom de genre, c'est Musca, et le nom d'espèce, c'est Domestica. Vous retrouvez mouche domestique, du coup. Et ce qui est important à savoir, c'est que cette nomenclature qu'on appelle binominale parce qu'elle est constituée de 2 noms, eh c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui. C'est la règle internationale qu'on doit appliquer depuis lors. Cette nouvelle classification, qu'on appelle la classification linnéenne, a été adoptée de manière internationale et on l'a utilisée jusqu'à très récemment. Ça n'est en effet que plus récemment qu'on s'est dit qu'il y a quand même quelques petites choses qui coincent au niveau de cette classification. Par exemple, comment est-ce qu'on définit le rang ? Un auteur pourrait très bien dire tel ensemble c'est une famille, alors que l'autre voudrait dire que c'est un ordre. Il n'y a pas vraiment de règles sur la divergence, enfin le temps qui s'est écoulé depuis la séparation des espèces ou sur le nombre d'espèces qu'on doit mettre dans une boîte. Il n'y a pas de règles extrêmement strictes là-dessus. Il faut aussi comparer des caractères quand on veut, des caractéristiques quand on veut classer les organismes. Quelles caractéristiques on va choisir. En fonction de celles qu'on va choisir, on peut faire un biais dans le choix. Le choix initial peut induire un biais dans la classification qu'on va faire. Donc c'est quelque chose d'assez délicat. Et l'autre problème qui est apparu plus tardivement, c'est que initialement, Linné, il avait quand même une idée assez particulière en tête, comme beaucoup à cette époque. Il avait une idée assez anthropocentrique
de la biodiversité. Donc tout tournait autour de l'homme et l'homme était l'aboutissement ou était la forme la plus aboutie plutôt de ce que le divin avait créé. Et donc, du coup, cette classification ne tient, évidemment, c'est l'époque qui veut ça, ne tient absolument pas compte de l'évolution, puisque cette classification était antérieure à Darwin. Bon, j'y reviens dans un instant. Donc, pour résumer, on va dire jusqu'à récemment, finalement, les outils d'observation jusqu'au début du XXe siècle, ils sont limités à l'œil et au microscope. Parmi toutes les classifications qui se sont succédées, la seule qui a eu une réelle longévité jusqu'à récemment, c'est la classification linnéenne. Et malgré tout, bon, elle a quelques travers qu'on a essayé de corriger depuis. Et du coup, aujourd'hui, on utilise un autre type de classification qui a un nom un petit peu alambiqué. Ça s'appelle la classification phylogénétique. Et quel est le principe? C'est qu'elle tient compte, contrairement à la précédente, de l'évolution des organismes. Donc évidemment, si ça tient compte de l'évolution des organismes, le prérequis à ça, c'était évidemment de tenir compte, de prendre conscience que les organismes ne sont pas fixés dans un carcan prédéfini, mais vont évoluer au cours du temps. Alors en général, si je vous demande qui est à l'origine de la notion d'évolution des organismes, je pense que parmi vous, tout le monde connaît Charles Darwin, c'est le nom qui reste en général. Donc effectivement, il a fait un très très gros travail, mais il n'est pas tout seul, c'est-à-dire que le travail de Charles Darwin, qui était un très gros travail de synthèse, en fait c'est le fruit de l'accumulation de différents travaux, de différentes réflexions qui se sont accumulées depuis le XVIIIe siècle. J'en cite quelques-uns de très marquants. Le comte de Buffon, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle au XVIIIe siècle, c'est quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important puisqu'il a remis en cause l'âge de la Terre. Donc on est passé de l'âge biblique d'environ 6000 ans à plusieurs centaines de milliers d'années. Il a même envisagé plusieurs millions d'années. Il n'a pas forcément osé le publier parce qu'il risquait gros à publier ce genre de choses. Mais en tout cas, puisqu'on envisage à ce moment-là que la Terre a une histoire beaucoup plus longue que prévu initialement, bah, ça laisse le temps pour qu'il y ait plus d'événements qui se produisent. Autre nom associé à l'avancement de l'idée d'évolution des organismes, bah, c'est le grand-père de Charles, Erasmus, qui est le premier à avoir proposé la notion de sélection sexuelle, que reprendra son petit-fils après. Donc la sélection sexuelle, c'est le fait que la morphologie des mâles va évoluer pour acquérir les femelles plus facilement. Lamarck, je pense que c'est aussi un nom que vous connaissez. Alors il a été un peu dénigré à son époque. On va dire que ses idées ont repris, pour des raisons tout à fait récentes, ont repris un peu le devant de la scène, mais il a joué un rôle extrêmement important dans l'avancée des notions d'évolution. Geoffroy de Saint-Hilaire, lui, il travaillait en tératologie. Alors tératologie, ça veut dire la science des monstres. Alors, en fait, il s'intéressait aux anomalies du développement embryonnaire, et c'est à lui qu'on doit notamment le fait de dire que lorsqu'il y a un changement, une anomalie au cours du développement, ça va provoquer de très gros changements évolutifs au niveau de la morphologie des adultes. Donc ça, c'était une notion très importante de faire le lien entre le développement d'un embryon et la morphologie de l'adulte. Et un nom que je suppose vous ne connaissez absolument pas, c'est celui d'un Anglais, Russell Wallace, qui en fait a publié de manière indépendante et en même temps que Charles Darwin une théorie de la sélection naturelle. Donc son nom est moins resté, mais finalement, ils ont eu la même idée au même moment. Donc ça veut dire que c'était mûr à ce moment-là pour que les esprits puissent accepter ce genre d'idées. J'ai juste mis renaissance des idées transformistes, parce qu'on parlait de transformisme à l'époque et pas d'évolutionnisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évolution,
C'est une idée très très ancienne. À l'Antiquité, il y avait Démocrite et Lucrèce, par exemple, qui avaient déjà une vision transformiste des organismes. Donc, c'était une idée qui existait avant Platon et qui a complètement été mise sous le tapis avec l'avènement des grandes religions monothéistes. Alors, la très belle synthèse de Charles Darwin, qu'il a publiée dans L'origine des espèces, elle est restée à la postérité. Elle avait quand même quelques petits défauts qui étaient essentiellement liés aux lacunes des connaissances qu'on avait à cette époque-là. Ces lacunes, elles ont été en grande partie comblées on va dire, au milieu du 19e siècle, et puis encore maintenant, hein, donc jusqu'au 20e, et puis encore maintenant, on comble encore des problèmes de compréhension. Alors là aussi, quelques noms majeurs, on ne peut pas être exhaustif. Vous connaissez Louis Pasteur, on le connaît surtout pour tous ses travaux en microbiologie. C'est à lui qu'on doit de comprendre qu'un organisme, il n'apparaît pas à partir de rien. C'est-à-dire qu'avant qu'il publie et que ces résultats soient acceptés, il y a eu 2 siècles de débats dans la communauté scientifique pour savoir d'où venaient les organismes. Par exemple, on pensait que si on mettait un morceau de viande quelque part, les mouches arrivaient comme ça par hasard. Donc évidemment, après, il a fallu montrer qu'il y avait des œufs qui étaient apportés par d'autres adultes mouches, etc. Pareil pour les micro-organismes. Donc, le fait de savoir qu'un organisme, ça n'apparaît pas à partir de rien. Il y a toujours un précédent. Ça, c'était un grand tournant. Deuxième grand tournant, c'est la découverte des lois de l'hérédité, donc le fait que d'une génération à l'autre, il y a des choses, alors on ne savait pas ce que c'était à l'époque, qui transmettaient des caractéristiques à la descendance. Alors, on n'appelait pas ça encore des gènes, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas comment ça passait, mais en tout cas, il y avait des choses qui se passaient, qui se transmettaient d'une génération à l'autre. Weissmann, un Allemand, s'amusait à couper des queues à des souris pour finalement montrer que ce n'était pas quelque chose qui se transmettait à la descendance. Donc, toute caractéristique acquise par un adulte ne va pas se transmettre à ses enfants. Alors là aussi, il y a des nouveaux résultats qui remettent un petit peu ça. On va dire qu'il y a des débats là-dessus, mais une autre façon de voir les choses. Mais en tout cas, à l'époque, le fait de se dire que ce n'est pas parce que la girafe a grandi son cou progressivement que pour attraper des feuilles en haut, que ça s'est transmis à sa descendance de manière aussi directe. Évidemment, autre grande découverte du XXe siècle, c'est où est située l'information qui nous permet de fonctionner et qui est transmise d'une génération à une autre. C'est l'ADN, vous le savez, je pense que c'est un terme que vous avez déjà entendu. Maintenant, on nous vend des crèmes à l'ADN, je ne sais pas quoi, végétal, ça fait vendeur. Donc, on a découvert qu'il y avait une molécule qui était effectivement dans nos cellules, qui nous permet de fonctionner et qui était transmise d'une génération à une autre. Et il a fallu attendre encore un petit peu plus de temps pour comprendre qu'elle était organisée en une double hélice. Alors c'est souvent comme ça qu'on la représente, donc là aussi c'est des choses que vous avez certainement déjà vues. Il y a différents scientifiques, alors des paléontologues, des généticiens des populations, des mathématiciens qui ont réussi à refaire une synthèse de la théorie darwinienne en la remettant à jour avec toutes ces nouvelles connaissances pour former une nouvelle synthèse qui a été appelée la théorie synthétique de l'évolution, qu'on appelle également le néo-darwinisme. Donc c'est le darwinisme remis à l'ordre du jour grâce aux nouvelles connaissances qui ont été acquises entre le 19e et le 20e siècle. Alors ce n'est pas du tout statique, hein, justement, les connaissances en évolution, elles évoluent aussi. Donc on acquiert toujours de nouvelles connaissances et on comprend de mieux en mieux ce qui se passe. Donc on n'en est pas resté à cette théorie des années 30-40, il y a encore des progrès qui ont été faits depuis. Donc ça, c'était mon prérequis, je vous ai fait un petit historique. Je reviens à ma classification. L'origine des espèces, c'est milieu du 19e.
il va falloir attendre un siècle pratiquement pour qu'on tienne compte de l'évolution dans la classification des espèces. Donc c'est long, un siècle. Et le premier à avoir essayé de tenir compte de l'évolution pour la classification, c'est Hennig dans les années 50, à qui on doit une méthode qui a été appelée la méthode cladistique, peu importe le nom, j'allais dire pour vous. Le principe, alors je vous ai parlé de taxon tout à l'heure, donc l'ensemble des organismes qui sont dans la même boîte. L'information, on va dire la notion importante qui va être ajoutée, c'est que dans une même boîte, dans un même taxon, il faut que tous les organismes aient la même origine. Donc ici, par exemple, j'ai un ancêtre B qui est à l'origine de différentes espèces D, E, G, H. Donc j'ai le droit de les mettre dans la même boîte, dans le même taxon, parce qu'ils ont un ancêtre commun. Donc ça, c'est une des règles importantes qui a été ajoutée à la notion de taxon que j'ai citée précédemment. Donc ça, c'était un grand tournant. La méthode cladistique, elle peut toujours être utilisée aujourd'hui parce qu'elle a le gros avantage d'être utilisée à la fois pour des caractéristiques morphologiques, comme c'était le cas initialement, mais aussi à des caractéristiques des protéines, à des caractéristiques des cellules, à des caractéristiques de l'ADN. Donc on peut vraiment l'utiliser pour comparer et analyser tout type de caractéristiques des organismes. Donc c'est toujours utilisé aujourd'hui. Depuis, évidemment, là aussi d'autres méthodes pour faire des classifications phylogénétiques ont été proposées. Par contre, les plus récentes ne permettent de comparer que des données issues des séquences d'ADN. Donc c'est plus limité, mais ça a d'autres avantages. Donc je ne vais pas énumérer tous les progrès technologiques qu'on a faits depuis cette époque, mais bien sûr aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à notre disposition quand on veut observer et comparer des organismes? Eh bien, on a toujours notre œil, heureusement. On va améliorer nos capacités d'observation grâce à des microscopes qui aujourd'hui ont une résolution beaucoup plus fine. Et au début du XXe siècle a été inventé le microscope électronique qui permet d'aller voir l'ultrastructure des cellules, c'est-à-dire les toutes petites parties qui constituent nos cellules. Donc on peut vraiment rentrer dans la cellule et comparer des caractéristiques très très fines. Vous avez tous entendu parler du séquençage du génome humain parce qu'il y a toujours des choses qui sont très médiatisées. Aujourd'hui, on peut lire l'information qui est sur l'ADN. Donc l'ADN, c'est 4 lettres. On sait lire ces lettres. Et quand on compare les séquences de ces lettres, donc les phrases, si vous voulez, bah, ça va nous permettre finalement de comparer autant de caractères qu'il y a de lettres. Donc si on compare un morceau d'ADN qui fait 1000 lettres, ça veut dire qu'on compare 1000 caractéristiques. Donc c'est extrêmement puissant, ça veut dire qu'on va comparer beaucoup de caractéristiques de nos organismes. Pour accompagner ça, évidemment, ça demande des puissances de calcul énormes. Et du coup, les progrès aussi en informatique sont là au quotidien pour nous permettre de faire des comparaisons d'un très grand nombre de caractères sur un très grand nombre d'organismes. Donc c'est vraiment, ces progrès en informatique, c'est quelque chose qui a accompagné directement les progrès de la description biologique. Donc mon troisième message, si je ne me suis pas trompée dans mes numéros, c'est que du coup, tous ces progrès au niveau conceptuel, c'est-à-dire de tenir compte de l'évolution des espèces, et les progrès techniques qu'on a eus depuis le 19e et surtout au 20e siècle, ça nous a donné tout un tas de nouveaux outils pour décrire, comparer et du coup comprendre la diversité des organismes qui nous entourent. Alors, là aussi, je ne vais pas pouvoir être exhaustive, hein. Donc, j'ai juste choisi quelques résultats marquants de ces dernières décennies. Je n'ai pas trop regardé les dates, mais
on va dire, des résultats marquants issus de cette révolution conceptuelle et technique. Alors, grâce au microscope, depuis la fin du XIXe siècle, on savait déjà qu'il y avait deux types de cellules. Il y avait ces cellules-là, dans lesquelles il y a de l'ADN, donc c'est la petite double hélice bleue, là, qui est librement dans la cellule, si je puis dire. Et puis d'autres types de cellules, avec une espèce de structure qu'on voyait en microscopie un peu plus dense, qui a été appelée noyau, et on a su bien après que dans cette structure dense, il y avait l'ADN, donc le matériel génétique. Donc, on sait depuis déjà longtemps qu'il y a deux types de cellules. Les cellules à noyau, qu'on appelle eucaryotes. Caryote, ça veut dire noyau, et ça veut dire vrai noyau. Et puis, on a des cellules qui n'ont pas cette structure visible en microscopie, qu'on a supposé être présente au cours de l'évolution avant le noyau, et donc on a appelé ça prokaryotes, ce qui veut dire avant le noyau. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces deux groupes? Dans les prokaryotes, c'est ce que vous appelez dans la vie de tous les jours les bactéries. Vous savez que c'est des organismes très petits. Je vous ai remis une idée d'échelle ici. Ce que vous avez là, c'est une pointe d'épingle, sans microscopie électronique à balayage. Et vous voyez que sur cette pointe d'épingle, il y a des milliers, voire plus, de bactéries. Et dans ce qu'on appelle les eucaryotes, il y a plein d'organismes que vous connaissez, dont vous. Donc nous sommes des eucaryotes. Alors, ça c'est quelque chose qui était bien connu déjà depuis un certain temps. Il y a eu un résultat extrêmement important à la fin des années 70. C'est qu'un chercheur qui s'appelle Carl Woese s'intéressait à la base aux bactéries qui vivent dans des endroits très chauds, comme les sources hydrothermales qui sont au fond de l'océan. Et puis, il s'est rendu compte en faisant des analyses d'ADN, donc c'était une des premières fois où il y avait des analyses aussi poussées et comparaison des séquences d'ADN, il s'est rendu compte que dans ces bactéries qu'on appelle hyperthermophiles, donc qui aiment des très fortes chaleurs, en fait, il y avait des organismes qui avaient des séquences très différentes. Donc, séquences d'ADN très différentes, il s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas la même chose. Donc, il y avait deux choses différentes dans ces organismes hyperthermophiles. Et du coup, ça a amené à créer un nouveau groupe qu'on a appelé à l'époque les archéobactéries, aujourd'hui qui sont appelées les archées. Donc, finalement, il y a deux grands types de cellules sans noyau, les archées et les bactéries. Ça, c'était un résultat important la fin des années 70. Beaucoup plus récemment, chose qui va certainement plus vous étonner, c'est que l'année dernière, on s'est rendu compte que ces cellules sans noyau qu'on appelle les archées, en fait, sont à l'origine des cellules à noyau. Donc ça veut dire qu'il y a un ancêtre commun à ces archées et aux eucaryotes dont vous faites partie. Donc c'était quelque chose d'assez inattendu. Ça veut dire qu'il y a eu une partie des archées qui a évolué pour donner des cellules à noyau. Ça, c'est un résultat très récent. Donc ce qui du coup éloigne les bactéries des archées. Donc même si elles sont prokaryotes, en fait, la proximité au niveau évolutif, elle est plutôt entre les archées et les eucaryotes. Alors, j'ai choisi aussi d'illustrer deux termes que vous utilisez dans la vie de tous les jours, les algues et les végétaux. Alors, si je vous demande ce que c'est qu'une algue, vous me direz, ça ressemble à une plante, ça vit dans la mer, probablement, quelque chose comme ça. Le point commun entre les algues et les végétaux, c'est qu'ils ont la capacité de faire ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'avec l'énergie lumineuse et le dioxyde de carbone, ils ont des petites structures particulières qu'on appelle les chloroplastes, c'est les petits points verts que vous avez ici, pour fabriquer du sucre. Et après, ce sucre va leur permettre de respirer comme vous et moi. Donc c'est une capacité
métabolique très importante pour ces organismes. Alors, dans ces algues et végétaux, on va trouver dans le langage courant ce qu'on appelle des algues bleues. Alors, il y en a au moins une que vous connaissez bien. Vous connaissez en tout cas, je pense, parce que c'est très à la mode aussi. Les spirulines, qu'on commence à vendre à toutes les sauces parce que c'est plein de protéines, de vitamines, etc. Donc, on commence même à les intégrer aux pâtes pour que les gens en mangent. Donc, vous avez au moins entendu parler de certaines algues bleues. Alors, les algues bleues, c'est des cyanobactéries, donc ce sont des bactéries. Donc déjà, première chose. Alors que toutes les autres algues, donc dans ce qu'on appelle dans le langage courant des algues, toutes les autres algues sont des cellules à noyaux, des cellules eucaryotes. Et dans ces autres algues, les algues qu'on appelle brunes, parce qu'elles ont une couleur plutôt marron, comme leur nom l'indique, alors pour vous resituer ce que c'est par exemple le fucus ou le varech que les poissonniers utilisent pour décorer les étals en général, ou ce qu'on met dans les caisses d'huîtres pour tenir les huîtres au frais. Donc ça, c'est des algues brunes. Des algues brunes, c'est aussi éloigné des autres algues, donc des algues vertes et des algues rouges et des plantes à fleurs que vous connaissez, que des animaux. Donc on a beau appeler ça des algues, en fait, c'est quelque chose de complètement différent des autres algues. Alors vous allez me dire, du coup, ce terme d'algues, pourquoi est-ce qu'on a regroupé dans un ensemble des choses aussi différentes si elles n'ont rien à voir? D'un point de vue évolutif, elles sont très éloignées. Ça a été regroupé parce que ça fait de la photosynthèse. Alors du coup, penchons-nous sur l'histoire de la photosynthèse. L'histoire de la photosynthèse, c'est quelque chose d'assez rigolo. La photosynthèse, en fait, son origine, c'est les fameuses cyanobactéries que j'ai citées il y a un instant. Certaines cyanobactéries, capables donc d'utiliser l'énergie lumineuse pour fabriquer des sucres, ont été, alors on suppose, phagocytées par d'autres cellules, eucaryotes, donc à noyaux, qui, au lieu de les manger, les ont gardées, donc on sait que ça existe encore aujourd'hui, et s'en sont servies. Donc, ces anciennes bactéries sont devenues les chloroplastes que j'ai cités tout à l'heure. Donc, sont devenues en fait une partie intégrante de la cellule végétale qui va servir à fabriquer des sucres par photosynthèse. On suppose que cette première acquisition de la photosynthèse des cellules à noyaux par des bactéries, ça s'est fait d'abord chez l'ancêtre commun des algues rouges et des algues vertes. Ça ne s'est pas arrêté là parce qu'en fait, ce chloroplaste aurait été intégré ensuite, donc dans un autre événement au cours de l'histoire, aurait été récupéré par les algues brunes. Donc, les algues brunes auraient acquis dans un second temps la capacité de faire de la photosynthèse. Et sans doute les dinoflagellés, donc qui sont des petits organismes unicellulaires, qui font partie encore d'un autre groupe de cellules à noyaux, auraient récupéré les chloroplastes ou des cellules contenant des chloroplastes à partir des algues brunes pour utiliser cette photosynthèse. Alors j'ai mis 4 fois parce qu'il y a un cas un peu plus original qui a été mis en évidence plus récemment. C'est qu'il y a aussi des animaux qui ont acquis la capacité de faire de la photosynthèse. Alors ce que vous voyez, c'est une petite limace de mer qui s'appelle Elysia chlorotica. Il y en a une autre, c'est Elysia viridis. Alors ce qu'elle fait, cette petite limace, comme beaucoup de gastéropodes, elle broute ce qu'on appelle des algues. Et comme ce qui s'est passé ancestralement probablement, au lieu de digérer tout, elle récupère les chloroplastes des algues qu'elle mange, elle les séquestre et elle les fait fonctionner. Donc en fait, cette petite limace, elle mange et puis après, pendant plusieurs mois, elle fait de la photosynthèse. Donc en fait, c'est un animal photosynthétique. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que cette limace, il a été montré que dans ses chromosomes animaux, elle a intégré certains gènes
du chloroplaste. Donc on a eu un transfert d'un gène qui est nécessaire à faire fonctionner le chloroplaste dans le noyau de l'animal. Alors du coup, là, vous voyez bien que ce terme de végétal ou le terme d'algue, il n'a plus de sens. Est-ce que cette limace, sous prétexte qu'elle est photosynthétique, je dois dire que c'est une algue ou un végétal? Ça n'a aucun sens, d'accord? Donc là, on est vraiment dans l'illustration de, si on veut utiliser la cladistique, bien sûr, je n'ai pas d'ancêtre commun direct entre ma limace et ma laitue de mer, mon algue verte, par exemple. Elles ont acquis une caractéristique commune, mais plusieurs fois différemment au cours de l'évolution. Ça ne veut pas dire que je dois les mettre dans le même groupe. D'accord? Donc ça, c'est pour illustrer que si on veut tenir compte de l'évolution, ma limace, je ne peux pas l'appeler végétale ni algue, ça reste quand même un animal. Cette limace, elle est plus proche de tous les autres mollusques qu'elle n'est proche de ma laitue de mer, même si elle fait de la photosynthèse. Résultat acquis aussi récemment grâce aux comparaisons de l'ADN des organismes, eh bien, c'est que, même si ça va vous paraître bizarre, un champignon qui est donc statique, qui ne bouge pas, qui capte les minéraux dans le sol, eh bien, en fait, il est beaucoup plus proche de vous, animaux, qu'il ne l'est des plantes qui, elles aussi, ne bougent pas. Donc ça, c'est quelque chose qui a étonné beaucoup quand ça a été trouvé, mais donc on est sûr de ce résultat. Donc nous sommes plus proches des champignons, ou les champignons sont plus proches de nous qu'ils ne le sont des plantes. Donc ça, c'était pour vous illustrer que tous nos progrès, en fait, ont mis un peu le bazar dans la classification habituelle. Et puis, ça a aussi permis de connaître, en fait, tout un tas de nouveaux organismes qu'on ne connaissait pas. Alors là aussi, juste quelques exemples. Ce que vous avez ici, c'est des grosses cellules d'amibes, donc une cellule avec un noyau que vous voyez ici. Et ce qui est intéressant, c'est les petits points qui sont là. Alors bon, ça ne vous évoque pas grand-chose. Ce sont des virus, mais la particularité de ces virus, c'est qu'ils sont très gros. Ils font 0,4 microns. C'est plus gros que certaines bactéries. Normalement, un virus, c'est beaucoup plus petit qu'une bactérie. Donc ça a été aussi un résultat inattendu. Et on s'en est rendu compte initialement que par des données basées sur l'ADN. Chose aussi assez étonnante, c'est que ces gros virus, en fait, ils partagent des gènes avec les bactéries et les cellules à noyau, ce qui n'est pas le cas des autres virus. Donc ça, c'est un résultat relativement récent. Donc des nouveaux virus qui ont été mis en évidence, malgré leur grosse taille, on était passé à côté. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres parce que des nouvelles cellules, organismes à une cellule, on en trouve tous les ans, des nouveaux. Un exemple qui était quand même passé inaperçu, donc c'est des petites cellules, c'est des cyanobactéries. Elles font 0,6 microns, donc c'est pas trop petit pour une bactérie. On était passé à côté alors que ça représente une masse énorme dans les océans. Juste quelques chiffres, il y a sur certains écosystèmes marins, ça peut représenter plus de 100 millions de cellules par litre d'eau de mer, c'est énorme. Si vous vouliez vous représenter à quoi correspond la somme de ces Prochlorococcus marinus, donc ces cyanobactéries sur la Terre, c'est l'équivalent de la masse que vous auriez en prenant 220 millions de coccinelles. Donc ça vous donne une idée de la masse que ça représente. Ce n'est pas quelque chose de du tout négligeable dans les écosystèmes et on était passé à côté jusqu'à récemment. Alors vous allez me dire, bon c'est bien gentil, tous les exemples, les virus, les bactéries, c'est tout petit, c'est normal qu'on soit passé à côté. Par contre, qu'on soit passé jusqu'à 2000 sur le fait qu'il y avait une deuxième espèce d'éléphant en Afrique, c'est quand même un petit peu plus étonnant. Donc, on aurait pu s'en douter. Alors, il y avait des éléphants qui vivent plus en lisière de forêt, alors que les autres sont plus en savane, donc il y a des différences écologiques. Il y en a un qui est un petit peu plus petit que l'autre. Mais il a fallu qu'on compare l'ADN pour être sûr qu'il n'y avait pas d'échange entre ces éléphants.
et que c'était bien 2 espèces différentes. Donc attendre jusqu'à l'an 2000 pour savoir qu'il y avait une nouvelle espèce d'éléphant, ou qu'on devait nommer une nouvelle espèce d'éléphant, c'était quand même assez étonnant. Et enfin, je pense que vous avez tous aussi entendu parler du programme Tara Océan qui a été très médiatisé. Alors là aussi, en quelques mots-clés, ça a été 2 ans et demi d'expédition. Il y a eu pratiquement 30 000 prélèvements de faits en eau de mer. Donc. Et à l'issue de ces 2 ans et demi d'analyse, il y a sans doute plusieurs milliers de nouvelles espèces qui ont été découvertes. Certains parlent de plus d'1 million d'espèces nouvelles découvertes. Et là aussi, même des grosses espèces, hein, donc dans du plancton, parfois pas des espèces particulièrement petites. Donc vous voyez que tous nos nouveaux outils nous permettent de complètement réévaluer notre vision de la diversité des organismes qui nous entourent. Ben, on n'a pas fini, parce que vous voyez que je vous ai montré quelques nouveautés, hein, on va dire, ou des résultats récents qui sont assez étonnants. Ça n'est qu'un petit échantillon. Ça n'est pas fini parce que plus on avance et plus on mesure le gouffre de notre ignorance. Donc là aussi, quelques chiffres clés. Il y a à la louche un peu moins de 2 millions d'espèces qui ont été décrites scientifiquement. Ça veut dire qu'elles ont un nom latin. Il y a à peu près 10 000 espèces qui sont décrites chaque année. Et certains estiment qu'on ne connaît aujourd'hui que moins d'1% des espèces à une cellule. Donc autant dire qu'a priori, le travail reste à venir plus que ce qui n'est derrière nous. Pourquoi ça peut être utile de mieux connaître notre biodiversité? Si on veut être très anthropocentrique, ça peut nous permettre de découvrir des nouveaux médicaments. Ça peut nous permettre de comprendre le cycle de certaines maladies avec donc les parasites ou les pathogènes et leurs vecteurs qui sont associés. Hein, donc ça demande des travaux de biologie de terrain et de détermination pour déterminer ces cycles. Et là aussi, ça mériterait une conférence en soi-même. Donc si ça vous intéresse, j'ai mis un lien vers la page du Muséum d'histoire naturelle où il y a un très bon article sur la question. Vous savez tous qu'on est à l'heure d'une grosse crise de la biodiversité avec des extinctions massives. Si on veut évaluer sérieusement ces extinctions, il faudrait déjà qu'on ait une meilleure connaissance de la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a certainement des espèces qui risquent de disparaître avant qu'on les ait décrites. Donc du coup, on a fait énormément de progrès au XXe siècle. C'est loin d'être suffisant. Et c'est clairement même insuffisant au vu des enjeux sociétaux qui se profilent. Je termine donc, puisque ma collègue m'a dit que c'était l'heure, par une petite phrase latine que j'aime beaucoup pour finir ce propos. Donc, finalement, les connaissances qu'on acquiert sur les choses et donc sur les organismes, elles ne peuvent rester que si on a un nom à mettre dessus. Donc voilà, je vais vous laisser réfléchir à cette petite locution latine. Je vous remercie de votre attention.